Bonsoir. Le mois dernier, vous vous en souvenez peut-être, je vous parlais de la comtesse de Castiglione. Je vous ai également parlé assez souvent du courrier que vous avez la bonté de m'adresser, parce que ce courrier, pour moi, est une sorte de prolongement de cette émission qui est fatalement unilatérale. Et une fois de plus, ce courrier que vous m'adressez régulièrement après chaque émission m'a apporté une joie. Je racontais le mois dernier qu'ayant écrit la vie de la comtesse de Castiglione, il y a de ça plus de 20 ans, je m'étais rendu sur sa tombe, que j'avais trouvée couverte de mousse, les caractères étant presque illisibles, et que j'avais été porter quelques fleurs à la comtesse de Castiglione. Or, 2 jours après l'émission, je reçois une lettre d'une dame, merci madame, qui me dit: monsieur, je tiens à vous informer que depuis que vous êtes allé sur la tombe de la comtesse de Castiglione, quelqu'un d'autre y va. Parce que la tombe de ma famille n'est pas loin, et que chaque fois que je vais sur la tombe de ma famille, eh bien, je vois qu'on entretient parfaitement bien la tombe de la Castiglione. Et même, il y a des fleurs en permanence. Alors, je tenais à ce que vous le sachiez. Ah, j'étais intrigué. Vous l'êtes, je pense, avec moi. Comment, par quel miracle, cette femme qui n'a plus de famille, cette femme presque oubliée, par quel miracle cette femme a-t-elle la chance d'avoir sa tombe entretenue et fleurie? Alors l'énigme était posée, 2 jours encore, et une nouvelle lettre. Voilà, l'énigme était déjà résolue. C'est un monsieur, cette fois, merci monsieur, qui m'écrivait pour me dire: j'ai un ami qui a un culte pour la comtesse de Castiglione. Et cet ami entretient sa tombe. Il lui porte régulièrement des fleurs. Et comme il n'a que 40 ans, eh bien, on peut bien penser que pendant de nombreuses années encore, la tombe de la Castiglione sera entretenue. Eh bien voilà, bon, bien sûr, ça n'est pas un événement qui révolutionne l'histoire, mais je trouve ça très charmant et je voulais vous en faire part. Alors ce soir, nous allons parler du masque de fer. Pourquoi le masque de fer? Eh bien, c'est une fois encore le courrier qui en est responsable, parce que depuis quelques mois, vous avez été nombreux à m'écrire et à me dire: quand ferez-vous le masque de fer? Alors pourquoi pas faire le masque de fer? C'est la dernière émission avant les vacances. Alors partons ensemble vers des pays de vacances et parlons de cette énigme qui est probablement, avec celle de Louis XVII, celle qui a fait couler le plus d'encre. Alors justement, quand vous êtes en vacances sur la Côte d'Azur, si vous êtes à Cannes, eh bien, il vous est sûrement arrivé de prendre un de ces bateaux qui quittent le port de Cannes vers les îles de l'Airain. Et avant d'aller à Saint-Honorat, ce bateau s'arrête à l'île de Sainte-Marguerite. Alors, vous avez sûrement fait comme moi dans ce cas, et sinon, faites-le, je vous y engage, si vous êtes dans le Midi cet été. Alors, vous arrivez sur l'île, vous montez un sentier en forme de raidillon, vous arrivez devant une grande porte, la porte d'enceinte, vous pénétrez dans la cour, et puis dans un bâtiment, là, vous entrez dans un couloir. Plusieurs portes à franchir, et enfin, une cellule. Une cellule qui est la cellule de l'homme au masque de fer. Elle est assez grande, elle a 6 mètres sur 5 environ, et 4,50 mètres de plafond. La fenêtre ouvre sur la mer, on aperçoit au loin le rivage de Cannes. Et puis, il y a cette fenêtre, une triple grille. Il est bien évident qu'il est impossible de franchir cette grille, de s'évader d'une manière ou d'une autre.
D'un côté une cheminée, de l'autre les lieux d'aisance. Voilà la cellule du masque de fer. Eh bien, la première fois que j'y suis allé, il y a tout de même pas mal d'années, il y avait à ce moment-là un vieux guide, charmant d'ailleurs, avec une moustache, et qui avait l'accent bien sûr de l'endroit, et qui disait à la troupe de gens qui le suivaient en entrant dans cette pièce, eh bien nous voici maintenant dans la chambre du masque de fer, autrement dit le frère jumeau de Louis XIV. Alors là, il y avait dans le public une sorte de frémissement, parce que, mon Dieu, c'était bien ce que pensaient les gens. Parce que c'est ça, l'histoire du masque de fer, c'est ça, la rumeur populaire, la légende, tout ce qu'on voudra, mais enfin, dans le public français, la conviction que le masque de fer était le frère jumeau de Louis XIV est naturellement ancrée, et cette conviction est ancrée depuis le vicomte de Bragelonne du cher Alexandre Dumas. Alors on a lu le vicomte de Bragelonne, et on se souvient de la machination mise au point par Aramis pour substituer au roi Louis XIV son frère jumeau. Et il fait ça en usant de la naïveté de Porthos, et vous savez comment tout échoue à cause de Fouquet. Enfin, inutile de vous raconter ça, vous l'avez lu. Alors bien entendu, quand on disait aux gens, dans la chambre de l'île Sainte-Marguerite, voici la cellule du frère jumeau de Louis XIV, tout le monde le croyait. Alors justement, nous sommes ici pour nous poser des questions et pour peut-être, et j'espère que vous m'en excuserez, que vous me le pardonnerez, peut-être tuer les légendes. Alors cette histoire, finalement, comment la connaît-on? Comment est-elle née? Quand? Comment? Ben, c'est tout simple. S'il n'avait pas existé un jour un monsieur appelé Voltaire, je ne serais pas en train de vous parler du masque de fer. C'est en 1751 que Voltaire publie son grand ouvrage « Le siècle de Louis XIV ». Et qu'est-ce qu'on lit dans ce livre, avec beaucoup d'autres choses bien sûr? Qu'est-ce qu'on y lit au chapitre 25? Ceci. Quelque temps après la mort du cardinal Mazarin, il se produisit en France un événement bien étrange. Il arriva à l'île de Sainte-Marguerite un prisonnier, de belle allure, de belle taille, et ce prisonnier avait le visage masqué. Son masque, la mentonnière de son masque, portait des ressorts d'acier, afin probablement de lui permettre de manger. On ne sait pas qui est cet homme. On sait que les officiers du fort lui parlaient avec les plus grands égards. On sait qu'il avait un goût très prononcé pour le linge fin et qu'il jouait de la guitare. On remarquera, dit Voltaire, qu'il n'a disparu à cette époque aucun personnage considérable en Europe. Eh bien voilà, l'affaire était lancée. L'affaire était lancée parce que tout y était. Imaginez le lecteur du XVIIIe siècle qui lit ce chapitre 25, il est formellement excité, il ne tient plus en place, il dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Et puis enfin ce masque, ces ressorts d'acier. Alors le public va retenir l'expression ressort d'acier et appliquer le mot acier à tout le masque qui deviendra un masque d'acier, un masque de fer. Il faut rendre justice à Voltaire, il n'a jamais parlé de masque de fer. Mais enfin, à cause de ces ressorts d'acier, il a donné son élan à la légende. Or, ça fait tant de bruit, cette publication de Voltaire, que l'année d'après, profitant d'une réimpression, il ajoute quelques lignes. Et il raconte ceci. Le prisonnier masqué inconnu de Sainte-Marguerite avait un jour écrit sur une de ses assiettes d'argent, avec probablement un couteau, et il avait lancé l'assiette par la fenêtre. Un pêcheur
la trouva. Et en toute bonne foi, la rapporta au gouverneur, M. de Saint-Marc. Celui-ci regarda le pêcheur, celui-ci regarda l'assiette, lut ce qui était écrit sur l'assiette et demanda au pêcheur ce qu'il en pensait. Le pêcheur répondit, mais Monseigneur, je ne sais pas lire. L'as-tu montré à quelqu'un, à personne? Eh bien, tu es bien heureux de ne pas savoir lire. Et il a laissé partir là. Dans ce même supplément, il était question, non, pas dans le même supplément, parce que un an encore se passe, nouvelle réimpression, ça marche très bien, le siècle de Louis XIV, nouvelle réimpression et nouvelle addition par Voltaire. Il fait les choses admirablement. On comprend très bien que Michelet dit de lui que c'est un gigantesque journaliste. Alors là, il donne ses sources, parce que sans doute que des gens avaient discuté, on veut dire, mais enfin, qu'est-ce qu'il en sait, cette histoire d'assiette? Alors il répond, je tiens l'histoire de M. Rius, fonctionnaire du roi, dans la région de Cannes, et qu'il a raconté dans telle et telle condition, il donne ses sources, et il ajoute que le dernier ministre à avoir connu le secret de l'homme au masque est M. de Chamillard, et que celui-ci, pressé à son lit de mort par son gendre, le second maréchal de la Feuillade, a répondu d'abord que c'était le secret de l'État qu'il ne pouvait pas le donner, puis enfin finalement il a dit « Ah, ben, c'est un homme qui connaissait les secrets de M. Fouquet. » Voilà. Alors évidemment, Voltaire commente et dit « Mais enfin c'est très bizarre comme réponse. Les secrets de M. Fouquet, alors c'était un subalterne. Alors pourquoi des précautions aussi inouïes pour un subalterne ?» Il termine sur un point d'interrogation, ce qui est excellent. Puis les années passent. En 1770, eh oui, les années ont passé. Beaucoup d'années. Voltaire revient encore sur l'affaire. Et cette fois, il va plus loin. Il dit, au fond, il n'y a qu'une explication à ce masque. C'est une affaire de ressemblance. C'est que l'homme dont on recouvre le visage ressemble à quelqu'un de si connu qu'il est nécessaire de lui cacher le visage justement pour qu'on ne le reconnaisse pas. C'est ça l'explication, mais il ne va pas plus loin. Et un an encore se passe, nous sommes en 1771, il y a 20 ans qu'il a commencé à parler de l'homme au masque. Eh bien voilà qu'un livre de Voltaire paraît de nouveau, et cette fois c'est une addition de l'éditeur. Ça c'est extraordinairement futé, vous pensez bien que l'addition de l'éditeur a été rédigée de la blanche main de M. de Voltaire. Et cette addition de l'éditeur dit ceci: je me suis demandé, moi, éditeur, ce que voulait dire M. de Voltaire. Et je crois avoir compris, il s'agit du frère, il s'agit certainement d'un frère aîné de Louis XIV. C'est la seule explication, la ressemblance, c'est certainement qu'il devait ressembler beaucoup à son frère, que probablement l'enfant a été élevé secrètement, que le roi n'a dû le savoir que quand il est arrivé aux affaires après la mort du cardinal Mazarin, et que là, il s'est trouvé devant un problème. Il n'était pas possible pour l'État qu'un frère aîné, même adultérin, mais né dans le mariage, donc légitime vis-à-vis de la loi et de l'Église, il n'était pas possible qu'un frère de ce genre soit en liberté, puisse éventuellement réunir un parti. Louis XIV pensait aux guerres de la Fronde, pensait aussi aux guerres civiles du temps de Louis XIII et à l'action si défavorable de Gaston d'Orléans. Alors Louis XIV, répugnant, dit l'éditeur, c'est toujours l'éditeur qui parle, à commettre un acte définitif, c'est-à-dire répugnant à assassiner son frère, a décidé de le mettre dans une prison avec un masque. Voilà l'histoire. L'histoire a été bouclée et elle était lancée pour de nombreuses années. Parce qu'évidemment, beaucoup de gens se sont dit, évidemment, c'est plausible, c'est probable. Et puis d'autres ont dit, mais non, c'est pas sérieux, enfin une naissance royale. La reine a toujours vécu entourée d'une cour, elle n'a pas pu dissimuler une grossesse. Alors, d'autres gens se sont mis sur ce même thème à chercher une autre solution. Et les solutions, il y en a des dizaines. Alors, il y a par exemple la solution de M. de Beaufort. Certains ont affirmé assez vite
que M. de Beaufort, le petit-fils d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, qu'on croyait avoir été tué à Candie, eh bien que M. de Beaufort avait survécu et qu'on l'avait incarcéré justement avec ce masque. Mais pourquoi M. de Beaufort? Pourquoi ce masque? C'est une thèse qui est bien difficile à admettre. Et puis d'autres ont parlé du duc de Monmouth, qui était un bâtard de Charles II. Alors pourquoi le duc de Monmouth? D'ailleurs, on a retrouvé des traces de son passage sur cette terre bien après la date de l'incarcération de l'homme au masque. Par conséquent, ça n'est pas lui. On a parlé du comte de Vermandois, fils de Louis XIV et de mademoiselle de la Vallière. Et là aussi, on a bien la trace de la mort du comte de Vermandois. Il est très impossible, il est difficile, impossible même d'admettre cette thèse, mais elle a été soutenue. On a même dit qu'il s'agissait de Avédic, un patriarche arménien. Mon Dieu, pourquoi aller chercher un patriarche arménien? Et puis, je crois que la palme doit être donnée à un avocat, maître Bouche, qui a démontré très sérieusement dans une thèse que l'homme au masque de fer était une femme. Alors là, évidemment, on reste sans voix. Il y a encore une thèse qui est très étonnante, c'est celle d'Anatole Loquin, qui voulait voir dans le masque de fer Molière. Vous êtes étonné parce que vous vous dites quoi? On le connaît, l'histoire de Molière, le malade imaginaire. Il a été pris d'un saignement, d'une hémoptysie, et il est mort quelque temps plus tard chez lui où on l'avait transporté. Mais non, M. Loquin dit tout autre chose. Molière avait des ennemis qui étaient les jésuites, et les jésuites ont obtenu finalement sa tête de Louis XIV. On l'a arrêté sur l'ordre de Louis XIV et on l'a jeté dans un cul de basse-fosse et on lui a mis un masque parce qu'évidemment Molière était très connu. Là aussi, disons que c'est une thèse que nous n'allons pas retenir. Il y en a une autre qui date du Premier Empire, comme quoi le masque, l'homme au masque à Sainte-Marguerite, aurait fait un mariage secret avec une jeune fille. Bon. Et des enfants seraient nés. Et notamment, on aurait porté en Corse un fils, et on aurait dit à la famille à qui on le confiait, nous vous l'envoyons de bonne part, ce qui, en dialecte corse, serait devenu de buona parte. Ce qui fait que l'enfant aurait pris ce nom, de Buonaparte, et quelques générations plus tard, un certain Napoléon serait né dans l'île de Corse, lequel descendait par conséquent en ligne directe des rois de France. C'est une thèse admirable. Napoléon a raconté à Sainte-Hélène ce qu'il avait accompagné pour s'en amuser naturellement. Je crois qu'il faut abandonner cette légende. Constater seulement que l'affaire du masque de fer fait rêver beaucoup plus que d'autres, puisqu'elle suscite toutes ces thèses. Je lisais dans un journal cette semaine qu'il y en avait 48. Je n'en ai pas dénombré 48, mais c'est possible. Alors je crois qu'il faut maintenant plutôt revenir à l'histoire et nous servir de quelque chose de concret dont nous disposons, qui est la correspondance entre le ministre Louvois et le gardien de l'homme au masque, qui est M. de Saint-Marc. Cette correspondance comporte des centaines de lettres, certaines très précises, qui nous informent d'une manière très complète, d'autres malheureusement très imprécises, et c'est tout le problème. Alors l'histoire commence en 1665. Pourquoi en 1665? Parce que cette année-là, M. de Saint-Marc prend le gouvernement du donjon de la citadelle de Pignerol. Qu'est-ce que c'est que Pignerol? Pignerol est une citadelle française en Italie, sur le revers italien des Alpes. C'est Louis XIII qui a acquis la place de Pignerol. Richelieu l'a fortifié. Il y a donc un donjon, il y a une citadelle. La citadelle est commandée par le marquis de Pienne et le donjon, depuis 1665, est commandé par M. de Saint-Marc. M. de Saint-Marc, qui est-ce? C'est un homme de petite naissance. Il s'appelait Bénigne d'Auvergne en un mot. Il a été enfant de troupe à 12 ans, et puis ensuite il a été mousquetaire. Il a eu un coup de génie le jour de l'arrestation de Fouquet par d'Artagnan, du surintendant Fouquet par d'Artagnan. Il a arrêté, lui, Pélisson, le collaborateur et surtout l'ami de Fouquet, et ayant bien accompli cette mission, il a été bien vu par le roi. Et quand on a cherché un gardien à Pignerol pour Fouquet, qui était jeté par le roi en détention perpétuelle, eh bien on a désigné Saint-Marc. De sorte que ce mousquetaire est devenu commandant d'une place du roi et en même temps geôlier supérieur. Dans la correspondance de Louvois avec Saint-Marc, nous assistons à la dure captivité du malheureux, de l'infortuné Fouquet,
victime d'une vengeance pas très belle du roi Louis XIV. Et puis en 1669, nous découvrons du nouveau. Fouquet est resté seul, il ne parle à personne, il ne voit personne, il ne peut même écrire à sa famille, il ne reçoit pas de lettres, rien, c'est la solitude. Puis Saint-Marc est là. Puis en 1669, ça change. Saint-Marc reçoit une lettre de Louvois. Et cette lettre est très curieuse. Elle annonce l'arrivée d'un prisonnier et dit, ce prisonnier, il faut que vous preniez à son égard des précautions telles que vous n'en avez jamais prises. Le prisonnier a été arrêté à Dunkerque par M. de Vaurois, il va vous être amené à Pignerol, alors il faut que vous aménagiez une cellule pour lui spéciale. De telle façon que la fenêtre de cette cellule donne en un lieu où personne ne pourra passer, où personne ne pourra entendre ce que dira ce prisonnier, où le prisonnier ne pourra pas entendre ce qu'on dit du dehors. Quant à la porte, il faut qu'il y en ait trois portes, afin qu'à aucun moment, des gens qui passeraient par là, à l'intérieur de la citadelle, à l'intérieur du donjon, puissent entendre ce que dirait le prisonnier. Et ce prisonnier, c'est vous, monsieur de Saint-Marc, qui chaque jour irez lui porter son nécessaire, c'est-à-dire ses aliments, sa nourriture. Et je vous interdis, vous, monsieur de Saint-Marc, d'écouter jamais ce prisonnier. Si jamais il voulait vous parler, si jamais il voulait vous dire ce qu'il a fait avant de venir à Pignerol, ce à quoi il a été employé, alors il faudrait le faire mourir. Ainsi même Saint-Marc ne doit pas savoir ce qu'a fait l'homme qui va arriver. Et décidément, on attache à cet homme une importance énorme. Parce que le roi Louis XIV va lui-même écrire à M. de Pienne, le gouverneur de la citadelle, et va demander à M. de Pienne de mettre au service de M. de Saint-Marc toute sa force armée, au cas il en aurait besoin lorsque le prisonnier arriverait. Comment une force armée pour un prisonnier unique? De plus, Saint-Marc, dans son donjon, c'est Marcel Pagnol qui l'a constaté, dans son donjon, Saint-Marc disposait de 66 hommes et de 5 ou 6 valets. Il avait de quoi largement garder ce prisonnier. Et le roi Louis XIV va écrire à Saint-Marc également. Et lui dire, monsieur de Saint-Marc, je compte sur vous. Vous ne devez avoir aucune espèce de communication avec le prisonnier qui va vous être amené. Alors pendant des jours, on fait d'énormes travaux dans le donjon. Ça coûte d'ailleurs un prix fou. Et on amène le prisonnier. Un détail, Louvois a écrit dans une de ses lettres, il s'agit d'un valet. Alors première contradiction, premier problème, pourquoi un valet? Et pourquoi des précautions aussi inouïes pour un valet? Vous savez que nous aurons d'autres questions à nous poser. Alors les années passent, 5 ans. 5 années où l'homme est enfermé complètement, ne parlant à personne, ne voyant personne, sauf Saint-Marc, une fois par jour, ne pouvant même avoir aucune conversation avec Saint-Marc. Il ne lit pas, il n'a rien. D'autres, à ce régime, il y aura d'autres prisonniers dans le donjon, nous en parlerons, deviendront fous. Presque tous les prisonniers enfermés dans cette solitude abominable deviennent fous. Pas lui. Alors que sait-on de lui? Seulement son nom, parce que Louvois l'a donné. Il s'appelle Eustache d'Auger, un valet nommé Eustache d'Auger qui est là, enfermé pendant 5 années. Puis au bout de 5 années, il se produit quelque chose. Parce qu'il y a eu d'abord un autre prisonnier qui est arrivé au donjon, c'est Lauzun. Lauzun, petit gentilhomme gascon tout à fait étonnant, Lauzun qui s'est hissé dans la vie avec une maestria digne d'admiration, Lauzun qui a failli épouser la grande mademoiselle, c'est-à-dire la cousine germaine de Louis XIV, et finalement le mariage n'a pas eu lieu. Lauzun a fait des colères et Louis XIV l'a envoyé à Pignerol, tout simplement. Alors l'arrivée de Lauzun change quelque chose parce que Lauzun a besoin d'un valet, c'est un homme de qualité, donc il a besoin d'un valet. Et Saint-Marc a une idée, pourquoi ne pas lui donner d'Auger, le pauvre qui est là depuis 5 ans, puisqu'on lui a dit que c'était un valet. Alors, puisqu'il est valet, le donnons-le à Lauzun, et Louvois répond jamais de la vie. Surtout, ne faites pas ça. Bon, quelque temps se passe encore. Et puis, Fouquet, qui a 2 valets, l'un des valets meurt,
Et Saint-Marc revient à la charge. Pourquoi ne pas lui donner comme second valet Dauger? Et cette fois, Louvois accepte. Oui. De sorte qu'on va tirer Dauger de son cul de basse-fosse. Et on imagine ce que ça a dû être pour cet homme-là qui sortait d'une agonie pour entrer dans une vie presque normale. Fouquet avait une belle chambre, un bel appartement. Il y avait une fenêtre, on voyait la montagne. Il parlait avec un homme courtois, distingué, cultivé, qui était Fouquet. Il avait un camarade qui était Larivière, l'autre valet. Et ça a duré 5 ans, pendant lesquels je pense que, relativement à sa première incarcération, Dauger a dû être à peu près heureux. Et puis, la prison de Fouquet s'est adoucie peu à peu. Il y a eu des ordres qui ont été donnés depuis Paris. Et ces ordres, c'était que peu à peu, Fouquet pourrait recevoir des visites. La visite de Lauzun, par exemple. Et puis, il pourrait aller voir Lauzun. Et puis, il pourrait même se promener sur les remparts. Et puis, il pourrait recevoir des visites de personnes de la ville. Alors là, nous ne comprenons plus parce que nous nous disons, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ce Dauger qui ne devait parler à personne. Saint-Marc devait lui passer son épée à travers le ventre si jamais il ouvrait la bouche. Et puis maintenant, on le laisse aller et venir, on le laisse là dans cette prison. Et puis il va rencontrer Lauzun. On peut penser, et ça a été le raisonnement certainement de Louvois, qu'en le donnant à Fouquet qui ne sortirait jamais, ben ça n'était pas grave, parce que si Dauger racontait quelque chose à Fouquet, bien Fouquet l'emporterait avec lui. C'est pour ça qu'on ne voulait pas le donner à Lauzun, qui lui, on savait bien, sortirait un jour. Mais alors, ce raisonnement ne tenait plus du tout, puisque Lauzun voyait Fouquet. Attention, c'est que Louvois a tout prévu. Mais les ordres sont précis. Dauger peut bien être avec Fouquet. Mais dès que Lauzun entre, on doit retirer Dauger et le remettre dans sa prison. S'il y a des visites de personnes de l'extérieur, Dauger rentre dans sa prison. Il y rentre d'ailleurs tous les soirs pour y dormir. Alors là, on commence tout de même à comprendre. Et puis, en 1680, un événement, Fouquet meurt. On rentre dans la chambre pour la nettoyer et on découvre un trou. Un trou entre la cellule de Lauzun et celle de Fouquet. C'est probablement le remuant Lauzun qui l'a fait, ce trou. Grâce à ça, il a pu communiquer en secret avec Fouquet en dehors de la présence de Saint-Marc et affolement de Saint-Marc. Alors Lauzun, qui va sortir, lui, a pu par le trou voir Dauger. Il a pu entendre peut-être un récit de Dauger. Et peut-être même que Dauger racontait son histoire à Fouquet, qu'il a raconté à Lauzun, puisqu'il n'y avait plus la surveillance de Saint-Marc. Ce que savait Dauger était pour Louvois si important que du vivant de Fouquet, Louvois avait écrit la plus extravagante des lettres qu'un prisonnier avait jamais reçues. Fouquet est en prison, il reçoit cette lettre du ministre. Monsieur Fouquet, le roi a un service à vous demander. Il veut savoir si le nommé Dauger n'a pas raconté ce qu'il avait fait avant de venir à Pignerol. Alors vous feriez bien de m'écrire là-dessus, le roi en sera très satisfait, et inutile de faire passer la lettre par monsieur de Saint-Marc, adressez-la moi directement. Il y a donc toujours ce secret de Dauger. Alors peut-être que Lauzun va connaître ce secret. Et Louvois a une idée, et cette idée est à la fois machiavélique et terrible. Louvois écrit à Saint-Marc, vous allez dire à monsieur Lauzun que Dauger et Larivière, l'autre valet d'ailleurs volontaire, qui était venu volontairement par fidélité à Fouquet dans cette prison, vous allez dire à monsieur Lauzun que Dauger et Larivière ont été libérés. Mais naturellement, vous ne les libérerez pas. Vous allez les mettre dans un cachot de la tour d'en bas, la tour la plus terrible, la plus redoutable. Et vous arrangez pour que personne, dans le donjon, dans la citadelle, dans la ville, ne sache que ces deux hommes sont encore là. C'est fini, il n'y a que vous qui le savez désormais.
Ils ont disparu. Mais vous dites à Lauzun qu'ils sont libérés. Pourquoi? Bien sûr, parce que si on dit à Lauzun qu'ils sont libérés, si Lauzun a entendu un secret, Lauzun doit se dire, alors c'est une blague. Cette énorme chose qu'on m'a racontée de Daugé, c'est pas sérieux. Parce qu'enfin, s'il avait fait ça, on l'aurait jamais libéré. Et d'un seul coup, Daugé était démonétisé vis-à-vis de Lauzun. C'est bien ce qui s'est passé. Parce que Lauzun est sorti, puis n'a plus jamais pensé à Daugé, qui était libre. Et Daugé et la Rivière, eux, sont dans leur cul de basse-fosse, où ils vont encore rester des années. Mais imaginez ces gens qui ont connu une semi-liberté, là, dans cet appartement, qui ont pu même se promener sur les remparts avec Monsieur Fouquet. Pensez à la Rivière, qui est venue, je le répète, volontairement. Et parce qu'on a un secret à garder, eh bien, ce malheureux la Rivière est maintenant au fond d'un souterrain, dans un moment affreux, dans une vie affreuse, jusqu'au jour où Saint-Marc va être nommé gouverneur de la place d'Exil. La place d'Exil existe toujours, et à Exil, Daugé va partir, à Exil, Saint-Marc va remplacer le duc de Lesdiguières pour gouverner cette place qui est exactement à 50 km de Pignerol, qui est entre Turin et Briançon. Et cette place, il va la gouverner, et il va y emmener qui? Eh bien, ces deux prisonniers, la Rivière et Daugé. Et pourtant, il y avait d'autres prisonniers qui étaient arrivés à Pignerol. Et ces prisonniers vont rester à Pignerol. Il faut en dire un mot. Ces prisonniers, ce sont d'abord un moine jacobin qui avait fait de l'alchimie, qui avait plus ou moins été aimé des dames qui tournaient autour de lui parce que elles rêvaient qu'il leur dévoile le secret de la pierre philosophale. Il y avait eu mademoiselle d'Armagnac, mademoiselle de Wurtemberg, on avait fini par l'arrêter. Prémy Visconti parle de ce moine jacobin, c'est très probablement celui-là. Il y avait eu aussi un petit espion, un nommé Dubreuil, qui avait trafiqué, qui avait vendu les plans des armées allemandes aux armées françaises et les plans des armées françaises aux armées allemandes. Ça n'avait pas plu à Louis XIV, on l'avait arrêté, on l'avait jeté à Pignerol. Puis il y avait quelqu'un de plus important, qui était le comte Mattioli. Le comte Mattioli, un Italien, ministre du duc de Mantoue, qui avait été chargé de négocier la vente de la place forte de Casale, qui appartenait au duc de Mantoue, au roi Louis XIV. Alors on avait envoyé Mattioli à Paris, il avait négocié la cession de la place, c'était très bien. Louis XIV avait donc une place de plus en Italie. On avait donné un très beau cadeau à Mattioli, et quand il était rentré en Italie, s'était empressé de trahir à la fois Louis XIV et le duc de Mantoue, en vendant la mèche à tous les princes italiens, de manière à percevoir de nouveaux pourboires. Alors, vous savez, ce sont des choses que Louis XIV ne tolérait pas. On a tendu un piège à Mattioli, l'abbé d'Estrades, notre ambassadeur à Venise, est allé lui donner rendez-vous. Il est monté sans méfiance dans la voiture de l'abbé d'Estrades, laquelle voiture s'est rapprochée de la frontière française. Et à ce moment-là, un parti de cavaliers a franchi la frontière française, a arrêté Mattioli, et on l'a jeté dans la tour, dans le donjon de Pignerol. Mais ces prisonniers, qui évidemment leur rôle à jouer, eh bien ces prisonniers, Saint-Marc les a laissés à Pignerol. Et c'est important de les énumérer, parce que mathématiquement, il faut que l'homme au masque, notre homme au masque, soit l'un des prisonniers de Saint-Marc au moment où il quitte Pignerol, en 1681. Alors, qui sont les prisonniers au moment où il quitte Pignerol? Je le répète, c'est Daugé, c'est la Rivière, c'est le moine jacobin, c'est Dubreuil, et c'est Mattioli. Qu'on retourne le problème dans tous les sens, on en arrive à cette nécessité, il n'y en a pas d'autres, c'est parmi ces cinq-là qu'il faut chercher l'homme au masque. Alors d'abord, il faut bien se dire que si on trouve important, si Louvois trouve important que Saint-Marc emmène Daugé et la Rivière à Exil, et pas les autres, c'est peut-être que l'un des deux a plus d'importance que les autres. Alors c'est pas le pauvre la Rivière, le pauvre valet qui suit le sort de Daugé. Bon gré mal gré, c'est Daugé. Or à Exil, de nouveau, c'est la prison.
c'est le silence, et même en 1683, on retirera leur confesseur aux prisonniers, toujours de peur qu'ils parlent. Toujours ce secret de Dauger. Et puis la rivière meurt à exil. Et puis Saint-Marc est nommé gouverneur des îles Sainte-Marguerite. Il faut donc qu'il emmène son prisonnier, Eustache Dauger, qu'il l'emmène à Sainte-Marguerite. Comment va-t-il faire? Nouvel ordre de Louvois. Il ne faut à aucun prix que personne ne voie son visage, que personne ne l'entende parler, qu'il n'entende personne. Alors une idée. Une idée, prendre une chaise à porteur, la recouvrir d'une toile cirée. Et c'est ainsi que, en plusieurs jours, on est allé de Exil jusqu'à Cannes. Il y a quelques années, mon ami le photographe Jean Lattès s'était amusé à reconstituer une chaise à porteur recouverte de toile cirée qu'il avait posée devant les rochers de Cannes, devant l'île Sainte-Marguerite qui se profile à l'horizon. Et en effet, on peut penser que c'est une chaise de ce genre qui a été utilisée pour celui qui n'est pas encore l'homme au masque, mais l'homme qu'on ne doit pas voir, l'homme dont il ne faut pas voir le visage. Un accident, c'est que le malheureux a failli étouffer sous sa toile cirée et qu'il était à demi-mort en arrivant. Alors on l'a conduit sur un bateau jusque dans l'île Sainte-Marguerite et on l'a écroué dans la fameuse... On a franchi la porte d'enceinte et puis on est arrivé dans la citadelle et on l'a écroué dans la fameuse chambre que nous connaissons déjà, où nous sommes allés tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut suivre à peu près la vie de cet homme à Sainte-Marguerite. Ce qu'on sait, c'est que en 1694, 2 prisonniers rejoignent Saint-Marc. C'est Matthioli, eh bien oui, le vieux Matthioli, et puis Dubreuil, qu'ils rejoignent à Sainte-Marguerite. Ils sont venus à pied, semble-t-il, avec des gardes. Louvois a écrit avec mépris à Saint-Marc, il est inutile que vous alliez au-devant d'eux. Quelle différence avec le voyage de Dauger dans sa chaise à toile cirée. Quant au moine jacobin, il est mort à Pignerol. Ça fait déjà 2 morts, le moine et la rivière, qui sont éliminés en ce qui concerne le problème de l'homme à masque de fer. Et quant à Matthioli, à peine arrivé à Sainte-Marguerite, eh bien, il semble qu'il soit mort. Pour une quantité de raisons, c'est qu'il avait un valet, et qu'on apprend que le prisonnier qui est mort a un valet. Ensuite, eh bien, l'histoire de son enlèvement n'était plus secrète depuis longtemps. Par conséquent, on ne le prenait plus au sérieux. Son nom figurait ouvertement dans la correspondance, alors qu'on cachait les autres noms. Et puis tout à coup, on ne trouve plus du tout son nom dans la correspondance. On a la plus forte raison de penser qu'il est mort là, à Sainte-Marguerite. Donc il n'y a plus de survivants parmi les 5 que Dubreuil et que Dauger. Mais Dubreuil, personne ne s'est jamais occupé de lui. Quand Louvois écrit à son propos, très rarement d'ailleurs, il l'appelle un fripon. Dubreuil n'a aucune importance, on connaît bien son histoire, c'est pas l'homme au masque, alors il reste Dauger. Et justement, à partir de Sainte-Marguerite, Dauger va recevoir un masque. Et nous le savons par des témoignages sérieux. Il y a le témoignage de Lamotte Guérin. C'est encore Marcel Pagnol qui a beaucoup travaillé, très bien travaillé sur le masque de fer, qui a souligné l'importance du témoignage de Lamotte Guérin. Il lui a donné sa valeur en soulignant que Lamotte Guérin était bien un véritable témoin. Lamotte Guérin nous parle de l'homme qui était en effet masqué, il nous parle du linge fin qu'il aimait, des égards qu'on avait pour lui. C'est ça qui frappe, c'est qu'on commence à avoir des égards pour cet homme-là. Il y a un autre témoignage qui est un témoignage de Fort-Manoir, le neveu de Saint-Marc, et qui parle également des officiers qui étaient debout quand ils entraient dans la salle, dans la chambre, et qui étaient découverts et qui ne s'asseyaient et ne se couvraient que sur l'invite du prisonnier. Nous apprenons également qu'on lui mettait son masque que quand il sortait, quand il rencontrait des gens, quand il se promenait sur la terrasse. Et oui, voilà un certain nombre de problèmes, un certain nombre de témoignages, un certain nombre d'étapes, et nous voyons vivre cet homme-là
à Sainte-Marguerite. Alors, l'histoire de l'assiette, elle a été bien controversée. C'est, vous vous en souvenez, Voltaire qui l'a raconté. Mais quand on voit les grilles qui sont là dans la chambre, on voit bien qu'il est impossible de lancer une assiette à travers ces 3 grilles superposées et contrariées. Alors une hypothèse a été formulée, pourquoi pas par les lieux d'aisance qui étaient là, en effet, qui allaient directement dans la mer. C'est possible. Il est possible aussi que cette assiette, ce ne soit pas le prisonnier masqué qui l'ait envoyé, mais que ce soit plutôt un pasteur protestant. Il y avait également des pasteurs protestants enfermés à l'île de Sainte-Marguerite. Enfin, là, nous restons dans cette ombre, dans ce doute. Nous savons qu'il y a un homme, nous sommes persuadés qu'il s'agit d'Eustache d'Auger, car les autres sont morts et Dubreuil ne compte pas. Et pourquoi alors? Pourquoi ce masque? Pourquoi ces précautions toujours? Et Saint-Marc va être nommé gouverneur de la Bastille. On a dit que c'était le maréchalat des geôliers de France, et oui, il n'y a pas mieux comme prison. Il faut dire que Saint-Marc a franchi toutes les étapes. Il a fait une belle carrière à cause de l'homme au masque. Parce qu'il est le seul, qu'il est toujours suivi, il est le seul qui connaisse tout de son aventure, et peut-être même maintenant son secret. Alors il va partir avec l'homme. Et en route, l'homme aura toujours son masque. De Cannes à Paris, cet homme voyagera masqué. Vous imaginez l'impression sur les routes de France et aux étapes le soir à l'auberge, quand ils descendent dans une auberge, l'homme masqué. Et nous avons encore un témoignage très précis, qui est toujours le témoignage du neveu de Saint-Marc, fort manoir. Il se trouve que Saint-Marc était devenu extrêmement riche, parce qu'il gagnait beaucoup d'argent dans ses prisons. En plus, on lui donnait des gratifications considérables. C'est toujours Marcel Pagnol qui a eu l'idée de reprendre l'affaire au point de vue économique. Et il a fait des calculs très remarquables sur ce qu'avait coûté l'homme au masque à l'État. Et il arrive à des dizaines de nos millions, ce qui fait des milliards d'anciens francs. Et oui, ce valet, qui paraît-il n'était rien, a coûté des milliards d'anciens francs. Pourquoi? Alors Saint-Marc était devenu très riche. Alors il avait acheté des châteaux. Malheureusement, il ne les avait jamais vus, parce que c'est très bien d'être geôlier, on gagne sa vie. C'est prestigieux dans un certain sens, enfin dans un certain sens. Mais, en fait, il ne peut pas quitter ses prisonniers. Alors de temps en temps, il avait le droit de sortir une nuit. Oh là là, mais Louvois lui écrivait spécialement, vous avez le droit d'aller voir le gouverneur de Nice, mais rentrez le lendemain. Alors ces châteaux, il les avait, puis il les avait pas vus. Alors il en avait un sur la route. C'était le château de Palteau, à Villeneuve-le-Roi, et il s'est arrêté là. Et nous avons des témoins, les paysans, qui ont été interrogés par fort manoir, et qui ont vu tout ça. Les 2 litières qui entrent dans la cour du château. Vous savez qu'une litière, c'était une chaise portée par des chevaux ou des mulets. De l'une descend Monsieur de Saint-Marc, et de l'autre descend un prisonnier masqué aux cheveux blancs. Très grand, enfin, de bonne taille, on nous dit. Avec simplement un défaut physique, il avait le bas des jambes épais. Enfin, belle allure, bonne taille. Et immédiatement, Saint-Marc et le prisonnier masqué s'engouffrent dans le château, et le soir, au dîner, Saint-Marc fera asseoir son prisonnier le dos à la fenêtre, de façon à ce que les gens qui passent dans la cour, et qui, on les devine, ils sont là, ils sont là près de la fenêtre, ils veulent voir, qu'est-ce que ça veut dire? Alors personne ne verra rien parce que le prisonnier a le dos tourné à la fenêtre, mais les gens qui viennent à la fenêtre, dans la cour, voient que M. de Saint-Marc a de part et d'autre de son assiette 2 pistolets. C'est donc que les précautions, on les a toujours, on les tient toujours. Et on repartira pour la Bastille, on franchira la porte Saint-Antoine, et on arrivera dans la plus célèbre prison de France, où on écrouera l'homme au masque. Là aussi, ça fait un effet extraordinaire quand il descend de sa litière dans la cour, l'homme au masque, cet homme au visage noir, vous imaginez. Et on l'écroule dans une chambre dans une cellule qui s'appelle la 3e Berthaudière, dans le jargon de la Bastille. C'est un cube qui a 4 mètres sur 4 mètres, et sur 4 mètres, c'est-à-dire longueur, largeur, hauteur, 4 mètres. Et il va y passer
5 ans. Il a le droit d'aller à la messe, mais masqué, le dimanche. Il a le droit de voir un médecin, mais le médecin témoignera qu'il a vu sa langue, qu'il a vu tout son corps, mais qu'il n'a jamais vu son visage. Et il attend. Il attend quoi? La libération? Non. Il n'a pas d'espoir. Il est résigné, on le sait, par Saint-Marc. Il y a longtemps qu'il dit « Mon prisonnier, mon ancien prisonnier, vit résigné. » Même dans une lettre, il ose dire qu'il vit content. Et en 1703, au mois de novembre, au sortir de la messe un dimanche, il a un malaise. Il sera reçu en confession et mourra le soir du lendemain. Et on l'enterrera au cimetière Saint-Paul et on écrira sur l'acte de décès, comme nom de famille, Marchiali. Marchiali. M-A-R-C-H-I-A-L-Y. Alors certains historiens ont été préoccupés par ce Marchiali et pensant encore à Mattioli, se sont dit, mais au fond, est-ce que par hasard ce serait quand même pas ça la thèse? Mattioli a eu des défenseurs, il n'y en a plus, mais il en a eu. Et le dernier a été Franck Brentano, qui a défendu cette thèse avec beaucoup de talent, disant, mais au fond, c'est le seul homme important, les autres. Pourquoi Dauger s'est invalé? Lui, c'est le ministre du duc de Mantoue. Alors pourquoi est-ce que ce ne serait pas lui? On dit qu'il est mort à Sainte-Marguerite. Mais si c'était Dauger qui était mort à Sainte-Marguerite, alors il garde toutes ses chances. En fait, ça ne tient pas. Ça ne tient pas d'abord parce qu'il avait un valet, qu'on sait que le prisonnier mort à Sainte-Marguerite avait un valet, c'est donc Mattioli. Et puis enfin, il n'y avait pas de raison de garder de secret pour Mattioli. L'Europe entière connaissait son aventure, on avait publié les brochures partout, on savait qu'il avait été enlevé, alors à quoi bon? Non, il faut rejeter la thèse de Mattioli, et on peut même dire que l'inscription Marchiali est une preuve de plus qu'il ne s'agit pas de Mattioli. Parce que la tradition n'était pas de mettre le nom des prisonniers. Et puis pourquoi avoir caché ce nom toute une vie pour tout à coup le dévoiler après sa mort? Non, Marchiali, c'est comme ça, on l'a mis Marchiali, pour mettre quelque chose. Et le problème maintenant se pose tout entier. Parce que vous la connaissez, la vie de l'homme au masque depuis son incarcération. Vous l'avez vu d'abord gémir pendant 5 ans, seul. Ensuite, vous l'avez vu 5 ans servir Fouquet. Ensuite, à cause d'un malencontreux trou, il a fallu le faire disparaître et on l'a jeté encore dans une prison, dans la tour d'en bas. D'ailleurs, l'un de nos témoins de Sainte-Marguerite dit on l'appelait Monsieur de la Tour. Et oui, parce que à Pignerol, il était Monsieur de la Tour d'en bas. Avec Rivière, il y avait ces messieurs de la Tour d'en bas. Alors, à Sainte-Marguerite, on ne se souvenait plus que de la Tour. Preuve de plus qu'il s'agit bien toujours de la même filière. Alors, nous le retrouvons à exil, toujours dans son atroce solitude. Et puis, à Sainte-Marguerite, où semble-t-il, son traitement est plus favorable, meilleur. Et puis, enfin, à la Bastille. Et nous connaissons son nom, il s'appelle Eustache Dauger. Et nous savons que c'est un valet. Et nous ne sommes pas plus avancés. Parce que pourquoi Eustache Dauger a-t-il subi ces 34 années de captivité? Pourquoi lui a-t-on infligé ces précautions uniques dans l'histoire des prisons? Pourquoi surtout lui a-t-on infligé ce masque? Alors il faut dire qu'aujourd'hui, la plupart des historiens se rallient à Eustache Dauger. En 1952, Georges Mongrediens, qui a publié un admirable livre sur le masque de fer, qui a fait vraiment le point de la question, avec une netteté, une objectivité à laquelle il faut rendre hommage, Georges Mongrediens terminait en disant il n'y a vraiment que 2 possibilités, Mattioli et Dauger, mais on sentait parfaitement qu'il penchait vers Dauger. Et puis depuis, il y a eu toute une série d'historiens qui ont écrit en partant de la certitude que c'était bien Dauger. Mais Dauger, pourquoi? Alors c'est là qu'ils entrent en lice. Il y a d'abord Maurice Duvivier. Et Maurice Duvivier, lui, estime que Eustache Dauger, il faut l'identifier à un certain chevalier Eustache Dauger de Cavois. Et oui, il a remué toutes les archives du XVIIe siècle pour trouver un Eustache Dauger. Il l'a trouvé. Il y en avait un. Il s'appelait Eustache Dauger de Cavois. C'était même un compagnon de jeu de Louis XIV. Alors Maurice Duvivier
pense qu'il s'agit de lui, d'autant plus que c'était un dévoyé, qu'il avait trempé dans des affaires extrêmement louches, qu'il avait dû céder justement parce qu'il était dévoyé son droit d'aînesse à son frère cadet. Et Maurice Duvivier, retrouvant un homme mêlé à l'affaire des poisons qui s'appelle Dauger, se dit c'est le même. C'est donc Eustache Dauger de Cavois, mêlé à l'affaire des poisons, et envoyé sans doute en prison par Louis XIV, qui, en souvenir de son amitié d'enfance, n'a pas voulu le condamner à une peine infamante qui aurait jeté le scandale dans sa famille. Malheureusement, depuis, on a trouvé trace d'Eustache Dauger de Cavois après 1669, c'est-à-dire après la date d'incarcération de l'homme au masque. Il ne s'agirait pas du même. Ça ne gêne pas la dernière historienne de l'affaire, Madame Marie-Madeleine Mast, qui, elle, dans un livre également très brillant, il faut dire que tous ces livres sont très brillants, et on peut en lire un, en lire deux, en lire trois, on ne s'ennuie jamais parce que, à chaque fois, c'est du nouveau, c'est une nouvelle thèse, une nouvelle hypothèse. Et Marie-Madeleine Mast, elle reprend l'hypothèse d'Eustache Dauger de Cavois, mais elle pense à autre chose. Elle a été frappée par la ressemblance qu'il y a entre Louis Dauger de Cavois, frère d'Eustache, et Louis XIV. Et d'ailleurs, on voit ici, sur un document, à gauche, un gros plan du bas du visage de Louis XIV, et à droite, un gros plan du visage de Louis Dauger de Cavois. Il y a une certaine ressemblance, c'est vrai. Et Madame Mast se demande si finalement le père des Dauger de Cavois, intime à la cour, n'aurait pas été l'amant d'Anne d'Autriche. Il aurait donc été le père de Louis XIV, attribué faussement à Louis XIII, en même temps que le père de ses enfants légitimes, d'où la ressemblance. Et c'était ça le secret d'État que portait en lui Eustache Dauger de Cavois. Alors si Eustache Dauger de Cavois, comme le pense Madame Mast, a conspiré contre Louis XIV, il y a là deux arguments. Il y a là un lourd secret, et il y a là la ressemblance, d'où une explication possible. Évidemment, il y a ce manuscrit et cette lettre qui sont postérieurs à 1669. Madame Mast essaye de s'en arranger. Ça n'est pas, à mon avis, absolument déterminant, mais disons que son livre est également assez convaincant. Alors, il y a également Monsieur Jean-Christian Petit-Fils. Lui aussi croit à Dauger, mais il pense que ce Dauger était vraiment un valet et que tout simplement Louvois lui avait demandé d'empoisonner Colbert, son vieux rival, et il est exact qu'à un moment Colbert a été gravement malade et on a parlé d'une tentative d'empoisonnement. Le coup aurait donc raté, mais Louvois se serait trouvé gêné par la présence de Dauger et l'aurait donc jeté en prison, d'où le lourd secret. Il fallait que Dauger ne révèle jamais à personne. Voilà encore une solution. Et puis il y a aussi le livre de monsieur Pierre-Jacques Arès, très très brillant lui aussi. Et là, monsieur Arès nous surprend, parce que monsieur Arès tient pour Dauger, naturellement, comme tout le monde, comme nous tous, mais pense que Fouquet n'est pas mort en 1680. Qu'en fait, il y avait autour du roi des pressions pour libérer Fouquet, que le roi se sentait quelque peu acculé et ne voulait pas libérer Fouquet. Alors que faire? Eh bien, dire qu'il est mort. Et on annonce sa mort, et on le met dans la tour d'en bas, à la place de Dauger. Évidemment, ça explique des choses. Ça explique également la différence de traitement, parce qu'on remarque que pendant une partie de la captivité, à Pignerol, on traite, mon Dieu, fort mal Dauger. À Sainte-Marguerite, on le traite mieux. Si ça n'est pas le même, ça se comprend. Disons que c'est très séduisant aussi, mais que comme finalement toutes ces thèses, il manque la pièce déterminante. Ce sont finalement des supputations d'historiens qui essayent de se dire voilà ce qui a pu peut-être se produire, mais la pièce déterminante, le document qui est nécessaire à l'histoire, ce document manque toujours. Et j'en arrive à
à Marcel Pagnol. Je vous ai cité son nom plusieurs fois parce qu'il se trouve que cet immense auteur dramatique, cet homme qu'il faut admirer plus que n'importe qui, cet homme que j'admire profondément, et vous aussi, c'est, dans la dernière partie de sa vie, passionné pour le masque de fer. Et il a travaillé de nombreuses années, et lui, il revient, et oui, j'allais dire tout simplement, mais il revient à la thèse du frère jumeau de Louis XIV. Que dit Marcel Pagnol? Il dit, mais c'est Dauger. Mais naturellement, c'est Dauger. Messieurs les historiens, vous êtes tous d'accord, c'est Dauger. Mais comme vous ne savez rien de Dauger, laissez-moi, moi, Marcel Pagnol, donner une autre identité à Dauger. On l'a baptisé Dauger quand il est arrivé, mais ce n'était pas Dauger. C'était le frère jumeau de Louis XIV. Et évidemment, l'acquis de Marcel Pagnol, c'est ce côté financier. Ce sont ces sommes énormes. Il est le premier à souligner ça. Pourquoi avoir dépensé tant d'argent? Et puis finalement, le masque. Alors là aussi, on est séduit par ce livre de Marcel Pagnol. On est séduit tout en n'étant pas absolument convaincu. Je me souviens d'en avoir parlé avec lui et de lui avoir dit, mais il y a une chose qui me gêne dans votre thèse. C'est que, à un moment donné, on donne Dauger comme valet à Fouquet. Et quand on connaît Louis XIV, cet orgueil immense qu'il a du sang des Bourbons, de son propre sang, du sang royal, du sang des rois, est-ce que même son frère étant jeté en prison, il aurait toléré qu'on fasse de lui un valet? Moi, c'est une chose que j'arrive difficilement à croire. Alors là aussi, thèse séduisante, brillante, vous pensez bien Marcel Pagnol l'écrivant. On lit son livre comme un roman. Mais là aussi, il manque le document. Alors je me demande quand même s'il ne faut pas revenir au fameux trou. Ben oui, vous savez, le trou dans le mur. Parce qu'il y a tout de même deux époques dans l'histoire de l'homme, au masque. La première, où il ne faut rien entendre de son secret. Bon, c'est ça, uniquement. Il a un secret énorme, il ne faut pas qu'on l'entende. Il faut que personne l'entende. Mais après le trou, il faut qu'on pense qu'il a été libéré à cause de Lauzun. Donc il faut que plus jamais personne au monde ne le voie. Que personne ne puisse aller dire un jour à Lauzun, vous savez, Dauger, que vous avez cru libérer. Oh, il est toujours là. Il est à exil. Il est à Sainte-Marguerite. Il est à la Bastille. Alors ce qu'il vous a raconté, c'est vrai. Et c'est Georges Mongrediens qui a fait remarquer qu'en 1698, quand Saint-Marc emmène masqué son prisonnier de Sainte-Marguerite à la Bastille, Lauzun est toujours en vie. Alors finalement, est-ce qu'il ne s'agirait pas simplement de ça? Le masque, la chaise couverte de toile cirée, n'aurait que ce but unique, empêcher que personne ne sache que Dauger vit. Et on en reviendrait pour le problème uniquement au secret de Dauger. Et ça, ce secret, nous ne le connaissons pas. Est-ce que nous le connaîtrons un jour? Qui sait? Il y a toujours de l'espoir en histoire. On peut toujours penser qu'une source inédite apparaîtra un jour. Peut-être connaîtrons-nous un jour le secret de cet âge Dauger et pourrons-nous à ce moment-là dire, eh bien maintenant on sait pourquoi. Est-ce que ce sera mieux, si on le sait, de le savoir? C'est peut-être ce qu'il est permis de se demander. Parce qu'au fond, une énigme non résolue, comme celle que nous venons de vivre ensemble pendant une heure, ben une énigme non résolue, ça fait rêver. Et c'est bon de rêver, vous ne trouvez pas? Tandis qu'une énigme résolue, bien, je crois que ça ressemble un peu au jouet. Tant convoité par un enfant, pendant des jours, cet enfant a dit « je veux ce jouet, je le veux ». Et puis on lui donne. Puis à ce moment-là, il regarde.
pendant 5 minutes, il joue avec pendant 5 minutes et c'est fini. Alors, moi je me demande si tout de même, ça ne vaut pas mieux que nous ne sachions pas pourquoi Eustache d'Auger est devenu le Masque de Fer.